ça rappelle tellement de souvenirs, sans mélancolie et sans tristesse. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que c'est le seul événement, on pourrait dire, qui marque le 30e anniversaire de la mort de mon frère, seul événement en France, parce qu'à l'étranger il y en a beaucoup. Et c'est la ville de Paris qui l'a initié et organisé. Donc je leur remercie. Bernard a vécu dans ce quartier à d'autres endroits que le 15 bis. Il a vécu d'abord chez Madeleine Coparo, tout en haut de la rue Constance, qui est là. Ensuite, il a vécu, après avoir vécu rue Saint-Sauveur, mais ce n'est pas le même quartier du tout. Ensuite, il a vécu au milieu de la rue Cauchois, la rue numéro 6, et puis après ici. Et c'était un quartier qui est différent de ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, parce que Paris change. Le quartier, c'était un peu une sorte de famille, et ça convenait très bien à mon frère, parce que lui, il avait une conception de la famille qui est assez étrange. Il y avait les frères de sang, et il y avait aussi les frères de ce qu'il appelait du sang qui coule sur le trottoir. Une famille qui s'était forgée, qui était faite de gens, et qui était faite aussi d'auteurs de romans qui avaient disparu, d'auteurs de cinéma, etc. Donc c'était un monde assez exceptionnel dans lequel soit on entrait en bloc, soit on n'entrait pas. Et ici, dans ce quartier, Madeleine, à ce moment-là, avait déménagé et habitait ici au 2e étage, au-dessus de chez Copy et Hockenheim, et je me dis qu'on aurait peut-être pu faire une 3e plaque tant qu'à faire pour Hockenheim, tant qu'on y était. Et au-dessus encore habitait un gars qui s'appelait Robert, mais j'oublie son nom, tout à coup, Robert, peu importe, qui avait ce restaurant. Chez On Roberto. voit la vitrine ici, qui n'existe plus Chez aujourd'hui, Roberto. et qui était un restaurant qui faisait une espèce de rassemblement dans le quartier, où venaient beaucoup de gens de théâtre, pas seulement, mais aussi. Et Robert, lui, était... Voilà, Robert Fischer. Et lui allait beaucoup au théâtre, ce qui n'était pas le cas de mon frère. Et donc Bernard, de temps en temps, pour ne pas avoir l'air idiot dans les discussions, allait voir Robert le soir, qui lui offrait souvent un repas parce que c'était des vaches maigres, et lui racontait les spectacles comme ça. Bernard avait l'air d'avoir été au théâtre, ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis aussi, il y avait une vie de quartier qui était différente. Là, un peu plus haut, il y avait une boulangerie, la seule boulangerie de Paris qui faisait du pain au feu de bois. Il y avait des tas de bois dans la rue. La rue Levic, c'était un grand marché, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, voilà, c'était un peu le centre d'une grande famille. Et Bernard s'y est vraiment trouvé très bien là. Alors il y avait Copy et Hockenheim qui habitaient donc dans le même immeuble que le petit Robert qui était ici. Et, mais évidemment ils se sont connus et rencontrés, mais ils n'avaient pas, si je puis dire, le même combat. Hockenheim était un militant homosexuel, ce qui n'était pas du tout le cas de Bernard. Son œuvre d'ailleurs ne parle absolument pas de ça. Et ce qui est frappant, c'est que dans cet immeuble, donc, Bernard a écrit la plus grande part de son œuvre. Écrit, pas tout à fait entièrement, parfois commencé, parfois écrit entièrement et parfois terminé, comme par exemple Key West, dans la solitude des champs de coton, Nickel Stuff, Taba Taba, etc. Taba Taba que Amougraya, qui est ici, qui va nous faire le plaisir de faire la lecture tout à l'heure, a mis en scène à Avignon, il y a déjà je ne sais combien d'années. Et c'est ici aussi qu'il partait pour faire pratiquement tous les voyages qu'il a fait, et en particulier plusieurs fois à New York. Alors c'était curieux cet appartement parce que moi j'y ai passé du temps parce qu'il me demandait de lui faire du carrelage par-ci, de faire une table par-là, etc. Et donc je voyais la manière dont il vivait. L'appartement était absolument impeccable. On aurait pu penser que, comme c'était un artiste, c'était un peu le souk dans le lieu qu'il vivait, qui était minuscule. Il y avait 2 petites pièces. Mais dans son bureau, il m'avait fait faire une table qui longeait tout le mur, une table assez étroite, sur laquelle il rangeait parfaitement les petits dossiers qu'il avait, ses notes, une petite documentation sur la pièce qu'il était en train d'écrire.
Et puis, toujours les cahiers Rhodia, toujours du même format, et les stylomines 0,5, ça ne pouvait pas être autre chose. Et c'est avec ça qu'il écrivait. Alors, il sortait le matin, il allait prendre un petit déjeuner au Luxe Bar qui se trouve là-bas au bout de la rue. Et quand il revenait, il était soit complètement joyeux, soit un peu triste, en pensant à l'état dans lequel il serait après avoir monté les 5 étages, se mettant devant la copie blanche. Et alors là pouvait être arrivé soit une grande tristesse, et à ce moment-là il pouvait arriver qu'il pleure, parce qu'il n'arrivait pas à écrire, soit il était vraiment très heureux et il écrivait. Et cette tristesse et cette joie, il les aurait laissées pour rien au monde, ni à personne, ni comme ça, parce que c'était le moteur de sa vie. En fait, l'écriture était le moteur de sa vie. Et donc, si vous voulez, cette grande famille qui s'est créée, qui s'est forgée, et dans laquelle on avait la chance ou non d'entrer, ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais c'était quand même comme une sorte de confrérie. Il y a quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Abu Ghraïa, qui en faisait partie. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, mais qui va nous lire un texte que Bernard a écrit, je trouve, qui est fondamental pour expliquer la conception de la famille qu'il avait. C'est un texte très africain et en même temps très coltésien. Donc, je vous prie d'écouter Abu Ghraïa qui va lire le monologue d'Al-Bouri dans Comandant et Chien. Monsieur Hamon et Madame. Je vais suggérer une idée. Je viens d'échanger avec Abu Ghraïa. Non, le protocole prévoit en effet que je termine, mais je le soumets à l'Assemblée et à vous, François, et vos enfants. C'est que, vous savez, le politique, nous, on est de passage. On est là pour faciliter, pour ouvrir, pour permettre et décider. Est-ce que ça n'est pas l'œuvre qui doit terminer? Est-ce que ça n'est pas le texte que va dire Abu Ghraïa qui doit terminer cette cérémonie? Je trouve que c'est tout le temps la plus légitime. Voilà, la place de l'artiste éternel, et nous, on est de passage. Alors je suis de passage. Monsieur Girard, est-ce que vous permettez que je vous annonce? On va se oui. Moi j'aime bien parce qu'il est ma souffleuse préférée. C'est quand même bien le théâtre dans la rue, non? Oui, c'est génial. J'adore cette dame et ses lunettes, et elle est là. Et tout à l'heure, c'est elle qui a soufflé Robert Fischer. Oui. Donc c'était bien, je sais. Alors, on va faire un peu dans le désordre. Madame la ministre, chère Catherine, mais c'est aussi la co-directrice du Théâtre des Amandiers que je veux associer et pleinement mettre avec nous. Et Catherine, ça me fait plaisir que tu veuilles bien venir à nos côtés si tu le veux bien. Mais tu peux dire non, parce que tu es aussi la présidente du Théâtre Ouvert. Donc c'est beaucoup de 18e. Je vais parler de Catherine Tasca parce que, voilà, ce matin, c'est des choses incroyables qui se passent. Monsieur le maire, cher Éric, alors, pour vos fiches, le maire du 18e, Éric Lejoindre et moi-même, on partage en commun le lycée français de Tokyo et le lycée de Hong Kong. Vous voyez, donc on n'est pas cantonné dans nos arrondissements. On a un peu voyagé. Voilà, lui était élève, moi j'étais prof, ça c'est pour rappeler que je suis plus âgé. Cher Daniel et cher Christian, vous êtes tous les deux conseillères et conseillers de Paris. Pas exactement les mêmes bords politiques, mais là ils sont ensemble, donc ma foi, Paris rassemble. Alors, je vais commencer par copie, parce que je trouve que, voilà, après ce qu'a dit François, le frère de Bernard, et puis le fait que les enfants sont là, les amis, la famille, la sœur Madeleine, si je puis dire, etc. C'est bien qu'on parle de copie, évidemment, il n'y a pas de famille, il y a les amis, il y a les proches de copie, il n'y a pas Marilou. Je l'ai cherché. Tu es là? Allô? Elle est là. Marilou est là. Mets-toi devant. Approche-toi.
quand même. Ah oui, bien Marilou. Comment non? Vous n'étiez pas vue avec Catherine? Bon. Bon, ben voilà, elle est là. Donc la famille Copy est là. Alors, l'occasion, vous savez, d'inaugurer des rues, des places. Et il y aura le samedi 28 septembre, à 11h du matin, dans le 3e arrondissement, l'inauguration d'une place Patrice Chéreau. Donc, incontestablement, Patrice règne aussi un peu ce matin sur cette cérémonie, parce qu'on voit que la convergence des sentiments, la convergence des rencontres, des liens, des oppositions, des fâcheries, des batailles, fait sens ce matin. Mais je vais commencer par le plus ancien des deux. Alors tout à l'heure, j'ai bien entendu quelqu'un souffler que Guy Okangem, que moi j'ai connu aussi. Là, nous on célèbre des mariages à deux, des gens de même sexe, ça marche. Mais à trois, ça n'est pas encore possible, donc soyez patients, ça viendra peut-être. Et Guy aura son moment un jour, comme Guillaume Dustan aussi d'ailleurs. Donc, Copy, eh bien, j'ai pu longuement m'entretenir avec Jean-Michel Ribes, parce que bien sûr, et puis d'ailleurs avec Marie-Lou, on a un souvenir des routes. On était ensemble, et Copy était là, si je puis dire. Et puis moi, dans mes années Saint-Laurent, c'est vrai que j'ai eu la chance, c'était avec Clara Saint, argentine, chilienne, et puis il y avait toute cette communauté argentine incroyable à Paris, qui a changé la saveur de Paris, qui a changé la couleur de Paris, qui a changé l'art culinaire parisien, qui a changé, je dirais, qui a même désembourgeoisé parfois d'une manière absolument incroyable Paris. D'ailleurs, Copy, la dernière engueulade que j'ai pu avoir à cause de lui, c'est entre Misia, la chanteuse portugaise de Fado, et Sophie Calle. Donc vous voyez que les choses les plus impossibles peuvent se produire à Paris, grâce aux artistes. Alors Copy, bah oui, c'est un Parisien, c'est un Argentin, mais que dire de lui, si ce n'est qu'il a ce génie très à part, peut-être de savoir célébrer, exprimer l'ineptie, de mettre les inepties en facétie. Et puis, j'avais l'impression, comme ça, quand j'ai relu, quand j'ai revu des pièces, ou en discutant, en écoutant Jean-Michel Ribes, qu'il avançait dans des zigzags. Mais des zigzags d'une beauté et tellement onctueux, tellement musicaux que ce Copy, voilà, a créé une musique absolument unique. Et puis moi je le vois aussi, alors là c'est le militant que j'ai été à San Francisco dans les années 70 et puis après dans les années 80, puisque j'ai perdu 2 compagnons du sida, donc on a partagé ça, si je peux dire, avec tous ces compagnons de route anonymes qu'on connaissait ou pas. Le sida en tout cas nous a réunis et nous a donné beaucoup de force. Et Copy, je dois dire qu'il a été un libérateur, parce qu'il était plus qu'un militant, il était plus qu'un combattant, il était tout à la fois. C'est-à-dire que son homosexualité, je pense, n'était pas un sujet en soi. D'ailleurs, c'est un vaste sujet qu'on a abordé ce matin déjà, Catherine et moi, pour d'autres sujets. Voilà, c'est l'universalité de la nature des personnes et franchement, moi je me demande d'ailleurs si je ne vais pas devenir hétéro, parce que avec le temps qui avance, je ne sais pas si on peut être enfermé dans un genre. Très honnêtement, plus je lis et plus je me cultive, je crois que non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors oui, Copy savait parler à un rat. Vous connaissez des gens qui savent parler à un rat, qui savent même faire que les animaux sont humains. C'est magnifique. Voilà, donc l'irrévérencieux, je dirais, le fantaisiste, le facétieux, le culotté aussi, c'est un beau mot. Eh bien, Copy, voilà, méritait en effet une plaque, mais c'est vrai que je n'avais jamais imaginé d'être dans cette situation où Bernard-Marie Coltès et Copy se fréquenteraient, oui. Ça, on n'y avait pas pensé, mais c'est Paris qui est comme ça. C'est Paris qui marie des gens après leur mort, en installant là. Puis là, c'est une rue qui les rapproche, et c'est pas la voisine qui les raconterait. Elle qui veille sur toutes ces âmes, avec beaucoup de bienveillance. Alors, Bernard-Marie Coltès, au-delà de la beauté du visage, au-delà de la beauté de l'âme, au-delà de
ce qu'a dit son frère François tout à l'heure avec beaucoup de largesse, d'ampleur. Et puis en rencontrant vos enfants ce matin, on voit quelle famille vous êtes. Une famille très étendue, une famille très généreuse, une famille, voilà, qui... Les chiens ne font pas des chiens. C'est incontestable. Alors, oui, je sais grâce à Catherine Tasca qu'il y a un homme qui est très important dans la rencontre entre Bernard-Marie Coltès et Patrice Chéreau. C'est un grand homme de théâtre, c'est Hubert Gignoux. Hubert Gignoux, voilà, metteur en scène, et puis il a accueilli Bernard-Marie Coltès comme étudiant à l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg. Et Catherine me disait ce matin, mais c'est vraiment lui qui a recommandé à Patrice Chéreau de le lire et de le rencontrer. C'est tellement important de savoir la vérité. Ne trouvez pas que dans l'époque actuelle, on va un peu vite sur les informations ou sur la manière de juger, ou on ne réfléchit pas suffisamment, et que quand même on ne peut pas changer la vérité des faits. Qui a rencontré qui a dit quoi à qui est derrière qui a pensé à qui. Voilà, alors les gens peuvent mentir, mais la vérité, elle sera toujours là. Donc c'est en effet, et je remercie beaucoup Catherine de cette vérité ce matin, parce qu'elle m'a fait une description du Théâtre des Amandiers, elle m'a fait une description de ces moments-là, de ces années, de ce quinquennat, avec Patrice Chéreau, et donc, de fait, avec Bernard-Marie Coltès. Et je disais à Catherine, mais raconte-moi la première rencontre. Ben, elle me dit, c'est dans les couloirs, puis après, quand même, c'est dans mon bureau. Alors on imagine très bien, et en ayant écouté François attentivement, la timidité aussi, la pudeur, la délicatesse. Moi, j'ai eu la chance de le croiser 2 fois et de parler avec lui 1 fois. Ça aussi, c'était encore dans mes années Saint-Laurent et Berger, Saint-Laurent, tout ça, c'était quand même un monde coco, hein, c'était pas mal. Mais c'est bien maintenant, moi j'aime mieux le monde de maintenant, pour être très honnête. Alors, comme Patrice Chéreau, il voulait sa maison, il a eu sa maison, et puis que tout partait du plateau, c'est là où les choses se passaient, créer. La rencontre avec Bernard-Marie Coltès, avec Bernard évidemment, a été décisive, puisque la rencontre de ces 2 géants a fait ce que vous savez, et ce qui les rend d'ailleurs immortels. Incontestablement, Copie, là où il est, Bernard-Marie Coltès, Patrice Chéreau, je ne sais pas s'ils sont vraiment morts, si c'est le mot approprié, si c'est l'adjectif qui convient. Est-ce que ces esprits-là, ces génies-là qui nous inspirent tant et qui nous permettent aussi de survivre, hein. Vous savez, moi je dis souvent, au lieu d'aller dans une pharmacie, aller dans une librairie, acheter un beau texte, ou aller au théâtre. C'est la meilleure des thérapies. Alors oui, Bernard-Marie Coltès est un immense Parisien, et nous avions le devoir et l'honneur de les rendre immortels, parce qu'une plaque, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Vous savez, le maire du 18e et ses adjoints et son équipe font un très gros travail avec les scolaires. Donc moi je sais qu'il y aura des écoles, il y aura des visiteurs, il y aura des gens qui feront des selfies, c'est comme ça maintenant. Il y aura des gens qui vont réfléchir en lisant ces noms et qui voudront savoir ce qu'ils ont fait. Sûrement que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ils iront acheter des livres dans les librairies. Alors ça sera peut-être à la librairie des Abbesses chez Marie-Rose Parini, mais ça sera peut-être aussi chez Colette Carber ou Monteto. Pas d'histoire entre les libraires. Parce que oui, je suis élu du 4e, donc il faut que je fasse attention, même si j'ai l'intention quand même de venir vivre dans cet arrondissement magnifique. Voilà, où j'ai des attaches sentimentales. Alors, oui, aujourd'hui c'est un jour magnifique, et vraiment je suis heureux que maintenant Amou puisse, lui, avec Bernard-Marie Coltès, conclure la cérémonie de ce matin, parce que c'est cette place-là qui revient, c'est celle des artistes et c'est celle de l'œuvre, ce qui demeure. Voilà, merci beaucoup.
a très longtemps, je dis à mon frère, je sens que j'ai froid. Il me dit, c'est qu'il y a un petit nuage entre le soleil et toi. Je lui dis, est-ce possible que ce petit nuage me fasse geler alors que tout autour de moi, les gens transpirent et le soleil les brûle? Mon frère me dit, moi aussi je gèle. Nous nous sommes donc réchauffés ensemble. Je dis ensuite à mon frère, quand donc disparaîtra ce nuage, que le soleil puisse nous chauffer, nous aussi? Il m'a dit, il ne disparaîtra pas. C'est un petit nuage qui nous suivra partout, toujours entre le soleil et nous. Et je sentais qu'il nous suivait partout, et qu'au milieu des gens riant tout nus dans la chaleur, mon frère et moi, nous gelions et nous nous réchauffions ensemble. Alors mon frère et moi, sous ce petit nuage qui nous privait de chaleur, nous nous sommes habitués l'un à l'autre à force de nous réchauffer. Si le dos me démangeait, j'avais mon frère pour le gratter, et je grattais le sien lorsqu'il le démangeait. L'inquiétude me faisait ronger les ongles de ses mains et, dans son sommeil, il suçait le pouce de ma main. Les femmes que l'on eut s'accrochèrent à nous et se mirent à geler à leur tour. Mais on se réchauffait tant on était serrés sous le petit nuage. On s'habituait les uns aux autres et le frisson qui saisissait un homme se répercutait d'un bord à l'autre du groupe. Les mères vinrent nous rejoindre, et les mères des mères, et leurs enfants, et nos enfants, une innombrable famille dont même les morts n'étaient jamais arrachés, mais gardés serrés au milieu de nous, à cause du froid sous le nuage. Le petit nuage avait monté vers le ciel, privant de chaleur une famille de plus en plus grande, de plus en plus habituée chacun à chacun, une famille innombrable faite de corps morts, vivants et à venir, indispensables chacun à chacune à mesure que nous voyons reculer les limites des terres encore chaudes sous le soleil. C'est pourquoi je viens réclamer le corps de mon frère, que l'on nous a arraché, parce que son absence a brisé cette proximité qui nous permet de nous tenir chaud, parce que, même mort, nous avons besoin de sa chaleur pour nous réchauffer, et il a besoin de la nôtre pour lui garder la sienne. Albouri, combat nègre et chien, Cortés.